Bonjour à tous, je m'appelle Jens Niklas, je suis assistant en mécanique des sols à l'école polytechnique de Louvain-la-Neuve. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'essai de la granulométrie. La granulométrie a pour objectif d'établir la courbe granulométrique d'un sol. Il s'agit dès lors de connaître la répartition entre les différentes tailles de particules qui sont présentes dans un sol. Ça représente un des paramètres clés lorsqu'on étudie un sol. Ça permet de connaître le comportement mécanique, comment les forces vont se passer de grain à grain dans un même sol, le comportement thermique et même le comportement hydraulique, notamment au point de vue de sa perméabilité, sujet d'une autre vidéo. Ça permet également de donner des informations sur les sols non saturés. En effet, en fonction de la granulométrie, les effets capillaires, c'est-à-dire les remontées d'eau à travers les différents grains de sol depuis la nappe souterraine, va être différent en fonction de la granulométrie. Enfin, la granulométrie va nous permettre de faire un lien avec une vidéo qui est à votre disposition sur le béton frais. En effet, dans cette vidéo, on y indique qu'il vaut mieux avoir une granulométrie continue des granulats qu'on va mettre dans le béton. Ceci permet d'optimiser, de maximiser même la place occupée par les granulats et de diminuer le volume de ciment que l'on doit mettre dans le béton. Et ceci, du coup, permet de faire des bétons qui coûtent moins cher. Il existe plusieurs domaines sur lesquels on applique la granulométrie. Le premier est le domaine sur les granulats. Les granulats, ce sont des particules de sol qui ont un diamètre supérieur à 63 micromètres. Dans cette vidéo, quand on référera à cette granulométrie, on parlera de la granulométrie des granulats. C'est une notion pédagogique. Ensuite, il y a la granulométrie sur les fines. Ce sont des particules qui ont un diamètre qui est inférieur à 63 microns. Dans ce cas-là, on parlera de sédimentométrie. Alors, la première est normalisée, comme beaucoup d'essais mécaniques, par des normes. Tout d'abord, deux normes belges, les NBN-EN 933-1 et -2, et une norme internationale, la norme ISO 17892-4. Les normes ISO sont des normes, comme je disais, internationales qui sont fortement utilisées en Belgique et en Europe de manière générale. Mais il faut tout de même garder en tête que les normes n'ont aucun pouvoir coercitif, elles sont juste là à titre indicatif. Pour les fines, la norme qui règle l'essai est la NBN ISO 17894-4. 92-4. Elle recommande plusieurs méthodes, la méthode à la pipette et la méthode au densimètre. Dans cette vidéo, on se concentrera uniquement sur la méthode au densimètre, malgré qu'elle soit moins populaire pour l'instant, enfin depuis quelque temps. Passons maintenant directement sur la granulométrie des granulats. Il s'agit du coup de la granulométrie sur les particules de sol ayant un diamètre supérieur à 63 micromètres. Donc ça comprend tout ce qui est sol plutôt grossier, comme les sables, les graviers et les cailloux. Alors quel est le principe ? Le principe est de faire passer un sol à travers une succession de tamis qui sont de plus en plus petits. Et on va mesurer à chaque tamis quelle est la proportion qui est retenue. Plusieurs étapes pour y arriver. Tout d'abord, il s'agit de préparer la prise d'essai. Ensuite, on verra le mode opératoire. Et enfin, on pourra discuter des résultats. Ici, nous voyons tout le processus complet. Donc, tout premièrement, il faut prendre un échantillon de sol. En fonction de comment il arrive, soit sec, soit mouillé, on va le séparer différemment, on va même le faire sécher. Ensuite, on va le peser, on va le laver, comme on verra plus tard. Après, on va à nouveau le sécher et on va mettre de côté les particules fines, comme nous le voyons juste là. Okay ? Donc, les particules fines vont faire sujet de l'étude de la deuxième partie de la vidéo, dans la sédimentométrie. Maintenant, on va se concentrer sur cette partie-là du schéma. Donc, on fait sécher nos particules, nos granulats,
Et après, on va les faire passer dans une colonne de tamis et on va faire les peser. Donc, la première étape, comme je disais, est la préparation de la prise d'essai. La norme recommande des masses minimales qui dépendent du diamètre estimé de nos granulats. Quand on parle de masse dans ces essais-là, on parle toujours de masse constante, c'est-à-dire que c'est la masse sèche. Donc on va mettre notre échantillon de sol dans un four et on va relever plusieurs fois sa masse. Une fois qu'on arrive à plusieurs mesures identiques dans le temps, on sera certain qu'il n'y a plus d'eau qui s'est évaporée entre plusieurs mesures et que dès lors, notre masse est sèche et constante. Dans le cas des vidéos qu'on va vous montrer, nous étions à une masse constante de 2,5 kg. Alors, le mode opératoire se sépare en 3 étapes. Tout d'abord, la première est le lavage, puis après on passera au tamisage et enfin au pesé. Alors, comme on peut le voir ici, on procède au lavage. Il s'agit de secouer l'échantillon sur un tamis de 63 micromètres et d'y faire passer de l'eau. Alors, l'objectif à force est de nettoyer le sol, c'est-à-dire d'évacuer toutes les particules fines qui sont encore contenues dans notre échantillon. Évidemment, on va essayer de déterminer quelle est la quantité de particules fines qui sont passées. Du coup, on va récolter ce qui passe à travers ce tamis de lavage. C'est ce qu'on voit dans le bac de fond de sur la vidéo. Dans le cas des expériences que nous vous montrons, la masse après lavage et après séchage était de 2 kg. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est le tamisage. La première étape est du coup la construction de la tour. Donc comme on voit ici, il y a tout d'abord un réceptacle de fond, on appelle un fond de tamis, sur lequel on vient disposer plusieurs tamis ayant chacun des tailles de mailles plus en plus grandes au plus on monte dans notre tour. Autrement, on aurait des discontinuités dans le principe, enfin les particules ne pourraient pas simplement s'écouler tout le long de la colonne et le tamis ne servirait à rien. La deuxième étape est de verser le sol dans la colonne de tamis. Il faut faire attention à ne pas dépasser une certaine masse quand on verse le sol dedans. En effet, sinon on pourrait abîmer notre tamis. Alors la masse à pas dépasser est donnée par cette formule juste ici, où on trouve en A l'aire de notre tamis et le D, le diamètre des mailles. Et tout ça est exprimé en kilogrammes. Il faut bien veiller à la fin du versement du sol de fermer avec le couvercle et les pinces qui viennent le maintenir notre colonne de tamis. Autrement, on pourrait avoir du sol qui part dans tous les sens lorsqu'on passera à la vibration. Donc on va faire vibrer notre sol sur un vibreur mécanique. Comme on le voit ici, c'est un peu bruyant, donc faites attention à vos oreilles. Et en général, on fait vibrer cette colonne environ 10 minutes. Mais ceci est à nouveau normalisé et chaque laboratoire ou entreprise a ses petites techniques pour être certain que toutes les particules qui devaient passer sont bien passées à travers chaque tamis. Ceci du coup récapitule nos différentes étapes. J'avais oublié de vous dire que la constitution de la colonne de tamis est par exemple donnée par la norme NBN 933-2. Il ne s'agit pas d'une obligation à suivre, c'est juste un exemple de ce qu'on pourrait suivre pour constituer notre colonne de tamis. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape des pesées. Donc, l'étape des pesées consiste à mesurer, à déterminer la masse qui est restante sur chacun des tamis. Alors, pour procéder à ça, on enlève les tamis de la colonne, on les pèse directement sur la balance. Ensuite, on va extraire les particules de sol qui sont encore sur le tamis et on va repeser notre tamis afin de pouvoir enlever la tare de la première mesure que nous avons faite.
Donc comme on voit ici maintenant à l'instant sur la vidéo, on voit bien qu'on déverse le résidu de sol dans un berlin et qu'on va remesurer ce tamis. Alors ici un second exemple avec à nouveau une des fractions les plus importantes de notre sol dans cette expérience. Donc voilà, on verse le sol dans un récipient pour en garder une trace et on va repeser le tamis afin de pouvoir enlever la tare de la première mesure. Là, on montre qu'il nous reste quelques particules dans le fond de notre colonne de tamis. C'est-à-dire que ce sont des particules fines, parce que le dernier tamis est toujours un tamis à 63 micromètres. Donc toutes ces particules sont des particules fines, et du coup qui vont être le sujet de l'étude de la sédimentométrie que l'on verra dans la seconde partie de la vidéo. Alors, comme on a vu tout à l'heure, la courbe granulométrique s'exprime en pourcentage. Du coup, il va falloir exprimer la masse de chacune des fractions de sol retenues par chaque tamis en fonction d'un pourcentage de la masse primaire. Donc M1. Vous rappelez-vous, la masse M1 était la masse avant lavage. Donc on divise bien la fraction I par la masse initiale. Ça donnera un pourcentage. C'est une masse relative. Ok. Et ici, on peut déterminer quelle est la fraction de fine contenue dans notre sol en tenant du coup compte de ce qui a été perdu au lavage, en soustrayant la masse primaire par la masse après lavage et séchage, et en ajoutant ce qui restait dans notre fond, qui est dénoté par P, et divisant le tout par M1. Passons maintenant à la sédimentométrie. Comme on l'a dit tout à l'heure, la sédimentométrie s'intéresse aux particules ayant un diamètre inférieur à 63 microns, donc cette partie-là de notre courbe. Il s'agit essentiellement des argiles et limons. Alors le principe de la sédimentométrie est de plonger un densimètre dans une solution comprenant les particules de sol. Son enfoncement au cours du temps, dépend de la taille des particules. 3 étapes à nouveau pour cet essai. La préparation de la prise d'essai, c'est-à-dire l'échantillon, le mode opératoire et enfin les résultats. Ici, on voit à nouveau le schéma global de l'essai. Donc, on voit ici le prélèvement du sol, ensuite la pesée et éventuellement séchage, etc. Le lavage, on en extrait les particules fines dans le tube de sédimentométrie, on procède au mélange. Et ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a 2 méthodes possibles, soit la pipette, soit le densimètre. Okay. Nous, on va s'intéresser au densimètre, donc le numéro 14, et la lecture des résultats. Alors, la première chose à faire est de préparer un antifloculant, comme on le voit sous cette vidéo. L'antifloculant, à quoi il sert? Il permet aux particules qui sont, comme j'ai dit, des particules souvent d'argile ou des limons. Du coup, ce sont des sols qui sont cohésifs, qui ont tendance à tenir entre eux. Donc, les particules ont tendance à être agrégées ensemble. Et donc, l'antifloculant va permettre aux particules de se détacher les unes des autres et d'être isolées. C'est ce qu'on cherche puisqu'on veut savoir la taille de chacune des particules isolées. Donc là, on voit qu'on procède en mettant l'antifloculant avec de l'eau dans un Erlenmeyer et on procède au mélange à l'aide d'une petite tige magnétisée sur une table rotative permettant le mélange automatique de la solution. Dans un second temps, on va mélanger cet antifloculant avec le sol. Tout d'abord, avant de pouvoir procéder à une telle étape, il faut prélever le sol. Alors, l'idéal, c'est de prélever 20 à 30 grammes de sol équivalent sec. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut que le sol, on veut avoir 20 à 30 grammes de sol sec, et donc si notre sol est humide, il va falloir prendre une plus grande masse. Donc ici, je pense qu'on a pris entre 60 et 70 grammes de sol, étant donné qu'il était complètement humide. Et donc là, on voit qu'on a mélangé une première fois à la main la solution antifloculant avec le sol, et on va procéder, comme avec l'Erlenmeyer, au mélange automatique pendant environ 15 minutes afin d'être certain que le sol est bien mélangé à la solution antifloculante que nous avons préparée.
Ensuite, une fois que la solution sol antifloculant est bien mélangée, on peut le verser dans le tube de sédimentométrie, comme on le voit ici. Donc on procède tout d'abord à verser la solution contenant du coup pas mal de sol avec la solution antifloculant. Et ensuite on va procéder au lavage du berlin avec de l'eau distillée qu'on va chaque fois remplir dans le tube de sédimentométrie avant de passer au remplissage final avec de l'eau distillée, comme on peut le voir à l'instant sur la vidéo. Ici, une étape intermédiaire qui se passait durant le mélange du sol avec l'antifloculant. Il s'agit de déterminer la teneur en eau. Donc ici, on voit qu'on prend une petite masse de sol que l'on pèse avant, évidemment, avant de le sécher. Ensuite, on va aller mettre cette coupelle contenant le sol dans un four et on va sécher jusqu'à masse constante, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Pourquoi fait-on cela? Ceci nous permet de déterminer combien est-ce qu'on a de grammes de sol, quel est le pourcentage de particules de sol et d'eau qu'il y a dans notre échantillon de base. Comme ça, avec la masse qu'on a mis au tout début dans notre berlin et qu'on a mélangé à l'antifloculant, on va être certain de la masse qui est du coup contenue dans notre solution. Le mode opératoire consiste à tout d'abord mettre un densimètre dans la solution avant de la mélanger. Ça va nous permettre de déterminer le niveau de référence R0. Donc comme on voit ici, on planche le densimètre et on va relever le niveau qui s'affiche, le premier niveau qu'on arrive à voir à travers la solution. Après cela, on va enlever le densimètre et le rincer à l'eau distillée. Donc voilà, on procède à son enlèvement et à son rinçage à l'eau distillée pour être certain de ne pas tromper les résultats. Ensuite, on bouchonne bien notre tube de sédimentométrie et on mélange notre solution. Plusieurs techniques sont possibles. Il y a des techniques mécaniques qui fonctionnent très très bien aussi, mais quand on a un seul tube à faire, on peut très bien le faire à la main en faisant des rotations de ce type-là à un rythme plutôt régulier. Il faut bien veiller dès la fin de mélange de la solution à lancer le chronomètre qui devra être du coup en cours tout le long des mesures au densimètre. Et idéalement, il faut relever 3 fois le niveau qu'on notera RHI dans les 5 premières minutes de notre essai. Donc là, on va voir qu'on va prendre la mesure à 30 secondes. Il faudrait après la prendre à 1 minute, 1 minute 30, quelque chose comme ça. Donc 3 fois dans les 5 premières minutes. Ensuite, il faudrait à nouveau reprendre 3 fois le niveau durant les 24 heures qui suivent la fin du mélange. Il faut également, on peut apercevoir près de la feuille un thermomètre. Il faut idéalement prendre la température durant tout l'essai, car la température va influencer sur la viscosité de l'eau, comme nous le verrons dans les résultats. Alors, les résultats sont divisés en 2 parties. Il faut calculer la profondeur effective du densimètre à laquelle il s'enfonce et déterminer le diamètre équivalent des particules, ce qui nous intéresse concrètement. Alors la première formule est un peu compliquée. Donc on voit que HRI, donc notre profondeur effective, est égale à la profondeur, est égale à la distance entre le col du bulbe, donc ce point-là, et la graduation qu'on a pu lire. Donc par exemple, si j'avais mon densimètre s'enfonçait jusqu'ici dans mon tube, eh bien la longueur H serait de ma main jusqu'au col du bulbe. Ok. Fois la moitié de la longueur du bulbe, moins le volume du bulbe,
fois la longueur entre les marques à 100 ml et à 1000 ml du tube de sédimentométrie. Ok? Ça va directement nous être utile pour calculer le diamètre équivalent des particules, qui est donné par cette formule-ci. Qu'est-ce qu'on voit dans cette formule? On voit tout d'abord état, qui est la viscosité dynamique de l'eau, qui est directement dépendante de la température, et les différentes valeurs sont données dans les normes qui ont été renseignées au tout début de l'essai. HRI est la profondeur effective que l'on vient de calculer. Les ρ sont ρs est la masse volumique des grains, et ρw est la masse volumique de l'eau, et TI est la durée depuis la fin du mélange au moment de la mesure que l'on a faite. Okay. Maintenant, nous pouvons passer du coup à la jonction entre la granulométrie sur les granulats et la granulométrie sur les particules fines. En joignant les deux, on obtient la courbe granulométrique totale d'un sol, comme on pourrait le représenter ici. Donc c'est important de noter les axes. En ordonnée, on a le pourcentage de sol. Donc c'est cumulatif, hein, du coup ici, avant le premier diamètre qu'on a trouvé, bon, on n'a pas de sol, simplement. Et après, ça veut dire que en dessous de ce diamètre-là, on a ce pourcentage de sol. Ok? Et donc ici, on retrouve le F qu'on a calculé lors de la granulométrie sur les granulats, qui est du coup le pourcentage de particules qui sont plus petites ou égales à 63 micromètres. Voilà, c'était la granulométrie. Merci pour votre attention.